Polysécure, épisode spécial Cyber Echo. Je suis avec Charles. Comment vas-tu? Comme un lundi. On est mardi. Tes fins de semaine sont longues. Ah ouais, définitivement. La cyber ne dort jamais. Il faut pas. C'est genre le Batman du... Non, je pense pas. En fait, ma vie est plutôt monotone, pour être honnête. Ouais, ben ça, c'est un peu ce que les gens comprennent pas en cyber. C'est pas autant sexy comme dans les films. Mais tu viens présenter cette année les menaces 2026. Exact. Tu peux donner un goût de ça? Oui, mais concrètement, c'est quelque chose que je fais depuis plusieurs années. J'essaie de justement remettre un peu les pendules à l'heure puis de faire un peu la distinction entre ce que les vendeurs font et ce qu'on voit sur le terrain, parce que j'ai la chance de passer mes journées à compromettre des environnements dont je crois être qualifié pour avoir un peu une idée de ce qui se fait en termes de ce qu'on exploite, des vulnérabilités, des trucs comme ça. Cette année, comme l'année passée, j'essaie aussi de focusser un peu sur l'environnement Azure entre ID, parce qu'il y a énormément de choses qui sont toujours un peu méconnues, qui sont super faciles à corriger. En plus, c'est ça qui est drôle, c'est que c'est pas juste dans le super technique, c'est de comprendre que ces trucs-là existent pour que les entreprises eux-mêmes se sécurent. D'ailleurs, même shameless plug, même où je travaille, on offre 1 heure gratuite avec les clients justement pour s'asseoir avec eux, faire ça, puis voir si ces vecteurs-là sont présents ou pas, en fait, ce qui est toujours intéressant, parce que la plupart des gens sont simplement pas au courant. Fait qu'il y a un peu l'aspect éducationnel de ça. Puis à la fin de la journée, on est là pour ça, d'éduquer les gens, de rendre le monde un peu plus sécure. Puis c'est ça, on focus beaucoup sur Azure, parce que il y a une conception un peu curieuse sur l'aspect par défaut c'est sécure d'Azure, puis aussi l'aspect un peu de déresponsabilisation. Les gens se disent, si c'est Microsoft qui l'a fait, ça doit être sécure. Je te vois faire des gros yeux, c'est le fun. Tu fais des énormes gros yeux pour avoir configuré ça. C'est tout sauf sécure. Exact. Mais le problème, c'est que tu n'as pas de visibilité. Puis au point où Microsoft a mis maintenant des règles imposées parce que les gens faisaient tellement négligents qu'ils ont été obligés de le faire, mais tardivement, notamment le MFA pour les administrateurs est maintenant obligatoire. Tu ne peux plus le faire autrement. Exact. Ça a pris du temps avant que ça devienne obligatoire. Oui, mais encore là, c'est toujours une question aussi, puis je pense qu'il faut reprocher un peu à Microsoft pour l'environnement Azure, c'est d'avoir protégé la sécurité derrière un paywall. Par défaut, les tiers de base, en fait, tu n'as accès à aucun log, aucune information. Donc, même si tu veux valider si tu as bien fait les choses, c'est pratiquement impossible, sauf si tu rentres quelqu'un comme moi dans l'équation qui vient essayer d'aller confirmer ça d'une façon un peu plus offensive. Puis, c'est 100% vrai ce que tu dis, c'est fascinant. Puis, un exemple parfait de ça, puis je pense qu'on en a peut-être déjà parlé, là, j'ai une mémoire un peu défaillante à mon âge, 83 ans en juin, on se rappelle. Je suis un homme vieillissant, mais tout ça pour dire que... Tu mets de la crème un peu aussi. T'es rendu là dans ta vie. Là. Ouais, je me touche le gris et tout ça. Puis le pire, c'est que c'est vrai, je me touche le gris, la barbe, parce que je suis rendu une personne vieillissante du 3e âge. 4e peut-être même. Bref, tout ça pour dire que il y avait un concept que Microsoft a légèrement documenté très très loin quelque part, que si tu avais une politique de conditional access pour toutes tes applications, tous tes users Enforce MFA, ce qui est assez standard. Par contre, si tu rajoutais une exception, genre pour un compte d'automation, tu mettais juste un compte, une application, ce qui est standard. Secrètement, Microsoft rajoutait dans les exceptions Microsoft Graph et Active Directory, Azure Active Directory, qui est l'équivalent d'Entra ID maintenant. Ce qui est intéressant de cette exception-là, c'est que Microsoft Graph, en fait, c'est les endpoints qu'on utilise pour communiquer avec tous les services du cloud. Donc, une fois que tu es là, ce qui devient intéressant, c'est que tu peux, par exemple, associer une application à une ressource dans Azure. À chaque fois qu'on s'authentifie, on s'authentifie sur une application, soit une application custom qui a été déployée dans le tenant par l'entreprise et ou les centaines d'applications built-in de Microsoft. Donc, par exemple, tu peux dire, bonjour, je voudrais m'authentifier sur Microsoft Office, que son ID unique est connu. Et la ressource que je voudrais m'associer, au lieu d'être, par exemple, quelque chose relié à Microsoft, tu peux dire, je vais prendre Microsoft Graph, s'il vous plaît. Évidemment, Microsoft va gentiment accepter tout ça. Par contre, s'il y a l'exception, c'est là que ça devient intéressant. Vu que Microsoft Graph est rajouté par défaut, en fait, il n'y aura pas d'MFA sur la ressource Microsoft Graph. Donc, ce que tu fais en tant qu'attaquant, tu trouves un username mot de passe, tu te logs avec la ressource Microsoft Graph, tu n'as aucun MFA. Ce qui est intéressant, puis c'est ça que je disais justement dans la dernière conférence que j'ai faite, on est chanceux que les assureurs ne travaillent pas avec des gens comme nous pour aller valider leurs clients, parce qu'une des choses à savoir avec les assureurs, pour ceux qui sont peut-être pas familiers avec ça, il y a un beau petit questionnaire à remplir pour voir si on est éligible dans un incident à ce que l'assureur paye.
une des premières questions, c'est avez-vous un second facteur d'authentification sur votre périmètre externe? La plupart des gens vont dire oui parce que, comme tu disais, il va y avoir une politique qui est enforcée à un certain niveau, mais le problème, c'est que là, si on commence à chercher des bobos, puis que tu aurais quelqu'un comme moi qui travaille pour la soirée, tu dis, on va juste aller voir s'il n'y a pas une exception qui a tout brisé ça, ben là, tout d'un coup, tu l'as plus. Donc, encore là, les assureurs sont fair play. J'espère qu'il n'y en a pas trop qui nous écoutent parce que ça va être une belle façon ici d'invalider le fait que la plupart de leurs clients n'ont pas d'MFA. La beauté de ça, comme tu disais, ça a été corrigé il y a quelques mois. Par contre, Microsoft, s'il y avait une exception qui a été faite avant le changement, elle reste toujours appliquée. Donc, il y a encore énormément de tenants Azure qui ont cette exception-là, même si le changement a été fait, si elle était là avant, ben, ça s'applique encore. Donc, j'en trouve encore quotidiennement des tenants qu'on pense avoir du MFA, mais concrètement, on n'en a pas. Donc, c'est ce genre de choses-là qui sont encore très présentes et malheureusement très peu connues. Puis, on avait une conversation hors podcast un peu avant, justement, on parlait d'une histoire qui est arrivée récemment avec du vieux code malicieux. C'est toujours drôle de voir que les gens commencent à en entendre parler quand il y a un correctif, mais cet exploit-là, ça fait 5-6 ans qu'on le connaît et qu'on l'utilise dans le milieu. On en parlait, le device code phishing aussi, qui est un truc qu'on a, je crois, aussi déjà parlé. Ça doit faire 10 ans que j'utilise ça. Puis encore, en 2026, il y a des gens qui découvrent ce vecteur-là. Donc, je pense qu'il y a aussi tout l'aspect d'éducation qu'on essaie de faire, les gens en cybersécurité, mais qui des fois ne se rendent pas nécessairement au public pour plein de raisons, mais définitivement, je pense qu'il y a un travail à faire là-dessus aussi pour sensibiliser les gens à comprendre que les tests d'intrusion, les pen tests, les red team, peu importe le nom que tu veux lui donner, ça a une réelle valeur, puis la plupart du temps, les gens ne l'ont juste pas essayé, puis c'est souvent ça, c'est rien passé, on s'est jamais fait compromettre, pas besoin de ça, mais des fois, tu es à une virgule près de te faire compromettre. Hein? Ouais, ben juste, j'aime bien le device code, justement, on a fait référence. Puis c'est juste parce que les attaquants ont commencé à le découvrir, puis ils sont tout contents, fait qu'ils utilisent ça. Puis là, tout le monde se rend compte qu'ils n'ont pas mis en place les règles qui servent à protéger contre ça. Fait que là, le monde en panique. Ça y est, il va falloir que je fasse ce genre de choses-là en urgence, puis machin. Et puis là, le monde s'excite. Quand on s'excite, ça ne donne pas toujours des bons résultats, notamment. Définitivement pas. Puis on n'a pas le temps de réfléchir. Puis même les règles là, c'est vraiment les accès conditionnels. Ça, c'est un méchant bordel parce que c'est mal attaché. Tu as des comportements inattendus pour l'avoir largement utilisé. Des fois, tes exceptions, ils passent aux mauvaises places. Là, ça, je connaissais pas, je me rappelais pas, mais je sais que tu m'avais déjà dit, cette exception-là qui s'ajoute par défaut que tu de vois façon même pas. Transparente, c'est cadeau comme ça. Tu le vois pas. Tu sais, comme défendeur, tu vois pas comme les changements qui ont été faits en arrière-plan, donc tu n'as aucune capacité de voir ce qui est en arrière-plan, puis ça fait partie. Pour avoir largement utilisé Microsoft, je ne peux pas parler pour les autres. Il y a beaucoup d'éléments non documentés dans ce qu'ils font. Il y a des comportements non documentés. Il y a plein d'affaires. Et ça, c'est l'asile parce que quand on arrive comme défenseur et qu'on commence à jouer là-dedans, ben, si tu n'as pas d'expérience, si tu n'as pas essayé de le casser, ben, tu ne peux pas comprendre comment le configurer correctement parce que tu peux pas, parce que les documents sont incomplets. Clairement, puis il y a un gros disconnect, je trouve, entre la sécurité offensive et défensive. Je prêche pour ma paroisse, mais je crois que la sécurité offensive est largement en avance sur la sécurité défensive. Est-ce que c'est une question de talent, de motivation? Je t'avouerai que je n'ai pas la réponse ou purement de budget. Mais souvent, quand on regarde même des produits de sécurité, ce qui vont aller bloquer, ce qui vont aller regarder, c'est des menaces qu'on voyait il y a des années. C'est pas la menace d'aujourd'hui. Puis un peu comme tu disais, c'est quelque chose que j'ai dit souvent, les attaquants éthiques comme moi qui font ça de métier, on se doit de toujours être à l'avant-garde parce qu'on a des technologies modernes à contourner. Puis en fait, si vous vous protégez aujourd'hui contre un red teamer, vous êtes protégé pour ce qui va arriver dans 10 ans. Puis c'est exactement ça, comme tu dis, le code phishing, c'est exactement ça. Ça fait des années que j'utilise ça. Puis là, c'est rendu accessible pour les attaquants. Là, tout d'un coup, ça devient important. Mais quand c'était juste des red teamers, on se dit, mais non, mais c'est pas grave, c'est pas des vrais attaquants. Mais un client qui a fait l'effort quand nous, on lui a montré il y a 5, 6, 7 ans est protégé pour le futur. Puis c'est ça, en fait, que les pen tests, les red teams, tout l'aspect offensif de la cyber que j'ai l'impression on boude un peu aujourd'hui, surtout avec tous les trucs à l'AI qui vont trouver des bugs, puis on pourrait parler de mythos pendant 4 heures, mais concrètement, le problème, c'est pas mythos, c'est la visibilité sur l'environnement et le fait qu'on n'est pas capable de gérer les vulnérabilités. Puis
Il y a un truc aussi qui est super méconnu que moi j'adore, c'est le EPSS, là, le Exploit, je sais pas c'est quoi, mais en gros, c'est l'acronyme, c'est le pourcentage de risque d'exploitation d'une vulnérabilité. Il y a probablement des gens qui nous écoutent, qui sont en entreprise, qui reçoivent des scans automatisés avec des milliers, tout est rouge, là. Il y a le feu, tout est critique. La question du million, c'est comment on priorise. Ben, le EPSS, en fait, c'est ça que ça vient faire, c'est que ça permet de donner une probabilité qu'il y a un exploit ou que ça soit exploité qui va arriver. Puis on se rend compte souvent, pour ceux qui ont utilisé des solutions automatisées, tout ce qui est TLS, SSL, c'est toujours critique. Vous allez mourir sur des serveurs web, supporter des ciphers weak. Si tu rentres ces CVE-là dans l'IPSS, vous allez être déçu. Là. On parle en bas d'1%, puis c'est dans le percentile très bas. Il n'y aura personne qui va exploiter ça pour 1000 raisons. Puis ce score-là, en fait, n'est pas assez mis de l'avant aussi. Puis je crois sincèrement que les entreprises devraient beaucoup plus être au courant de ce score-là parce que c'est extrêmement efficace pour prioriser, comprendre sur quoi on devrait mettre l'énergie. Parce qu'après, qu'est-ce qui a été exploité ou pas? Puis je pense que c'est ça que les gens sous-estiment du Red Team. Un Red Team ne va pas te donner un big picture. C'est pas un assessment de, je cherche le mot en français, mais de discovery puis d'inventaire. On n'est pas là pour trouver toutes les vulnérabilités dans tous les systèmes. On est là pour trouver le chemin vers ce qui va faire mal d'un point de vue entreprise. C'est-à-dire, par exemple, nous, nos données clients sont dans un environnement quelconque. Si c'est capable de te rendre là, ben, c'est critique pour nous. Donc, on va te raconter une histoire pour se rendre là. On va prioriser ça. Est-ce qu'il y a plein d'autres vulnérabilités dans ton environnement? Probablement, mais ça, c'est un chemin pour se rendre à ce qui va faire mal d'un point de vue entreprise. C'est cette nuance-là, je trouve, qui est souvent peu comprise, mais très importante. On n'est pas là pour tout te donner. On est là pour te raconter une histoire, pour te protéger sur ce que toi, tu considères comme ayant de la valeur. Parce que toutes les entreprises ont 2-3 systèmes qui traînent, qu'il n'y a rien vraiment. C'est sûr que c'est pas idéal qu'un attaquant se rende là, mais concrètement, s'il se rend là, il n'y a rien à voir. Encore là, ça revient à ce qu'on dit, c'est aussi que les entreprises priorisent leur système, d'avoir un système d'inventaire à jour qui dit ce système-là, on le considère critique ou pas. Ça, si c'est ça, ou d'avoir des solutions. Il y en a de plus en plus là, des solutions d'inventaire qui commencent à arriver, qui priorisent un peu les systèmes puis qui donnent un score de contextualisation, mais c'est encore très embryonnaire. Puis à mon avis, c'est quelque chose qui devrait être là depuis énormément longtemps. Notamment, puis c'est intéressant parce que ça amène toute la valeur du Red Team et tout, comment tout le système est brisé, puis ça date de longtemps et ainsi de suite. Puis effectivement, le regard que les gens portent sur la sécurité n'est pas à la bonne place. Définitivement pas. De toute façon, c'est le dernier gadget à la mode. Là, tu sais, on va nommer l'éléphant dans la pièce. C'est comme Mythos, par exemple, qui est rendu l'espèce de ça y est, je vais me rendre de Mythos ready, machin. Exact. Quand que ton réseau n'est même pas segmenté encore, exact. Que tu n'as pas tes patchs, puis que ton hygiène de base n'est même pas là, puis tu t'excites là-dessus, mais commence par faire ton hygiène de base, puis c'est là le Red Team va dire hey, ton hygiène de base. Exact. Do your work, là. Exact. Puis il y a des trucs qui réapparaissent justement avec le cloud là, du 445, qui est le protocole SMB sortant sur Internet. On ne voyait pas ça il y a 10-15 ans maintenant. Une entreprise sur deux a ça parce qu'ils ont voulu faire un truc dans le cloud, faire de la synchronisation par-dessus SMB, puis on oublie que c'est un protocole qui est techniquement un peu en clair. Là. Il y a une partie qui l'est. SMB V3 est un peu mieux, là, mais on se ramasse avec ça sur Internet, tout ça, puis encore là, on a tous les outils pour être plus sécure que jamais. On a une firme de cyber qui apparaît à chaque jour. C'est fascinant de voir comment tout n'a jamais été aussi peu sécure, mais on a concrètement tous les outils pour le faire. Mais le problème, je pense, c'est qu'on est étouffé en tant qu'entreprise puis en tant que client, parce que tout le monde a la boîte miracle, la solution miracle. Tous les pentesters sont tous les meilleurs pentesters au monde. On a l'équipe la plus ci, la plus ça. Tout le monde a l'équipe la plus géniale partout. Mais concrètement, sur papier, c'est pas du tout ça que ça démontre. Puis je pense qu'il y a un peu de malhonnêteté dans la cyber. Puis encore là, ça, c'est une opinion très personnelle. Je pense que la cyber a été faite sur des mauvaises bases, c'est-à-dire il y a 20-30 ans, quand c'était encore nouveau. Il y a des gens qui ont fait « moi, j'aime ça, je vais aller là-dedans » sans nécessairement avoir de réelle expérience. Le problème, c'est que maintenant, ces gens-là, ça fait 30 ans qu'ils sont en cyber. C'est rendu des références, ça fait 30 ans qu'ils sont là. Le problème, c'est qu'ils n'ont jamais vraiment pris le temps d'apprendre la cyber. Donc, on se ramasse dans un moment où, 30 ans plus tard, on a des vétérans de la cyber qui n'ont fait aucune connaissance de la cyber. C'est excellent, je l'aime celle-là. Oui, on construit des choses, puis c'est juste en termes d'exemple comme ça. La fameuse règle de mot de passe, genre 8 de long, 90 jours, machin, là, c'est un consultant d'IBM qui a dit ça sur une table parce que le client a demandé ouais, c'est quoi ma rotation? Il a fait comme on va dire ça, puis pouf, il a envoyé ça. Exact. Et on est encore pris de nos jours avec ces maudites règles-là qui datent d'un consultant qui
Justement, il avait répondre à une question, mais il n'y avait aucune connaissance. Exact. Puis concrètement, on a des organismes comme le NIST qui définissent que c'est plus ça qu'on devra faire. Après, est-ce qu'ils ont raison ou pas, c'est place au débat. Là. Je pense que le problème de l'authentification plus large et non juste du mot de passe, c'est plus compliqué. Puis encore là, il y a un manque d'effort de tous les côtés. C'est drôle parce que j'avais une conversation plus tôt justement avec quelqu'un, on parlait de ça. Il y a eu un shift un peu, là, je trouve, dans l'industrie de la cybercriminalité où l'info-stealer n'a jamais été aussi populaire que ça. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec les info-stealers, c'est un petit logiciel qui va aller chercher tous les mots de passe cachés sur ta machine puis il va aller envoyer ça sur Internet. Ça va être souvent revendu par ces groupes-là. La beauté de ça, en fait, c'est que c'est extrêmement facile. Très peu de détection parce qu'on ne va pas toucher aux processus qu'on s'attend, qui sont les processus qui sont extrêmement sous enquête par les EDR, XDR, NDR. Donc, très peu de détection, super facile à faire. Puis ce chiffre-là, en fait, ça change complètement le truc parce que après ça, tu te dis, peu importe c'est quoi la longueur de ton mot de passe, s'il a été sauvegardé dans ton browser, parce que ton browser le sauvegarde dans une base de données locale qui est chiffrée, mais bref, aller chercher la clé, c'est pas ce qui est le plus compliqué parce que c'est symétrique, donc la clé est dérivée du contexte de l'utilisateur, qui est 200 km. Ça va. Après ça, il y a les fameux biscuits de session, communément connus sur le nom de cookies, qui eux aussi, en fait, peu importe le nombre de facteurs que tu as, une fois que tu as le jeton, c'est fini, mais il y a des façons super faciles. Je ne sais pas un vrai terme, as far as I know, mais moi j'appelle ça du IP pinning. Là. C'est en gros quand tu termines l'authentification du côté serveur, donc peu importe le nombre de facteurs, tu conclus que cette personne-là doit s'authentifier. Tu rajoutes l'IP dans la session. Donc, à chaque fois que le serveur va aller valider la session, il va aussi aller valider l'IP en cours et l'IP associé à la session. Ça prend littéralement 4 secondes à développer là, dans une application. C'est juste un check. Mais la beauté de ça, c'est que quand on vole un cookie, généralement, tu voles mon cookie sur ma station, toi, tu vas aller le réutiliser peu importe où dans le monde. Il y a des très bonnes chances que ton IP ne soit pas la même que moi. Et juste en faisant ça, tu vois le mismatch d'IP puis tu invalides la session. Juste ça, là, c'est pas bulletproof parce qu'il y en a qui pourraient compromettre ta machine, faire un tunnel à travers ta machine, mais les info-stealers font pas ça. Ils ne sont pas rendus là en termes de. De toute façon, mais c'est ça, c'est toujours le niveau de l'eau. S'ils n'ont pas de besoin, ils le feront pas. Là, c'est comme exact. La même raison pourquoi ils utilisent des info-stealers maintenant plus que d'autres stratégies, parce que c'est beaucoup plus facile, parce que l'utilisateur ou un clic fixe qui est dans la même famille, on donne l'utilisateur, dit tire-toi dans le pied, voici le fusil, je te le donne, tire-toi dans le pied, puis l'utilisateur punk, puis tire dans le pied. Pourquoi l'attaquant devrait forcer plus que tendre le fusil à la personne? Ah, c'est drôle que tu mentionnes les clics fixes, ça aussi, c'est le hotness là, en termes de phishing dans les derniers mois. Honnêtement, je suis extrêmement surpris que ça fonctionne, puis la raison sera peut-être pas ça que tu penses. C'est extrêmement compliqué, un clic fixe. Tu sais, l'utilisateur moyen, puis ça, c'est une mauvaise conception que les gens en TI puis en cyber ont. On assume que les utilisateurs comprennent ce qui se passe. Faut comprendre que l'humain moyen n'a aucune idée de ce qui se passe dans l'informatique, peu importe combien ça fait d'années qu'il est là. Faut comprendre que pour un humain normal, .exe ou .zip, ça veut rien dire. C'est juste un truc que quand tu cliques, ça ouvre un autre truc, puis quand tu ouvres ce truc-là, ça ouvre un autre truc qui ouvre un autre truc, puis à demander ça roule ce que j'ai de besoin. Concrètement, ces extensions-là, ça ne veut rien dire pour l'humain, on assume ça. Puis vous réalisez, les clics fixes, là, il faut faire une combinaison de touches, coller quelque chose dans la barre. Le nombre de fois que ça n'a pas dû marcher juste parce que les gens n'ont pas été capables de se rendre au bout, en fait. Puis à chaque fois que j'ai fait du phishing puis que je coach des gens dans des équipes de Red Team à faire du phishing, je dis toujours, un phishing réussi, c'est simplement une question d'expérience utilisateur. Plus c'est facile pour l'utilisateur, plus que chance ça fonctionne. Plus que tu rajoutes des couches, moins ça va fonctionner. Puis je suis en fait fasciné que les clics fixes fonctionnent, même pas parce que ça fait pas de sens. On est d'accord, n'importe qui en cyber ou en TI va faire un clic fixe, ça fait pas de sens. Il n'y a aucun site web qui va te demander d'aller copier du PowerShell dans du Command Run. On est d'accord, mais encore là, l'humain moyen, aucune idée de ce qui se passe dans le processus, c'est juste la nouvelle affaire. Rappelez-vous, les premiers captcha, cliquer sur une image, choisis le chat, tourne le bord, n'importe quoi, ça fait pas plus ça, puis aller faire CTRL-R, copier une affaire pour l'humain moyen, c'est la même chose, tu sais. Ah, tout à fait. Puis moi, elle me fascine celle-là. Le clic fixe me fascine énormément parce que ça demande un effort quand même assez grand. Mais je l'avais vu apparaître il y a quelques mois c'est sur TikTok que je l'avais apparaître. Mais c'était genre, il joue sur le grid. Il faisait hey, j'ai un code secret pour avoir Adobe gratuit. Copie ça dans ton affaire, puis tu vas avoir Adobe gratuit. Et l'appât du gain vient traverser le fait que les gens vont avoir travail à faire. Puis
ils le font. Il y a un proverbe, money is the root of all evil. Ça va toujours fonctionner. Puis c'est drôle parce que de souvenir, je pense que c'est Facebook. Si tu ouvres la console de JavaScript debug dans ton browser, il y a une espèce de message qui va dire copiez rien ici, sauf si vous savez ce que vous faites. Justement, parce qu'ils assument que les gens ils vont copier n'importe quoi, là, ou copie ça, puis tu vas voir qui n'a pas liké ta page ou des trucs comme ça. Puis, c'est sûr que ça fonctionne, mais le problème, encore là, en informatique, c'est une question de feature. On veut toujours des features pour tout faire, mais pour rien accomplir concrètement. Puis, il y a des gens que leur seul et unique métier, c'est de trouver des façons d'utiliser à mauvais escient n'importe quoi, littéralement. Oui, puis ça fait partie de ta job, notamment. Définitivement. C'est ta job, t'es payé pour faire ça, ce qui est très drôle. Mais ça me fait penser, puis le ClickFix, pour moi, il me fascine. Justement, pourquoi les utilisateurs moyens ont le droit de faire run sur une machine Windows? Exact. Ça fait aucun sens. Comme ça fait aucun sens de permettre l'injection de DLL ou l'injection de whatever dans un process, ça fait aucun sens dans un système de prod. Là. Tu veux dire, pourquoi c'est encore... Ça, c'est débattable. C'est une question de feature. C'est de pouvoir être flexible et d'accepter que tu veux pousser un feature en rajoutant une nouvelle DLL. Le problème, encore là, c'est qu'il pourrait enforce que la DLL peut juste être signée Windows ou des trucs comme ça. Sauf qu'encore là, quand tu as ton petit software qui n'est pas signé Windows, c'est toujours un peu plus compliqué de faire ce genre de choses-là. Mais il y a cet aspect-là de l'informatique qui est complexe. Puis c'est drôle parce que j'ai passé ma vie à faire ça. Puis je dis aux gens que je connais rien en informatique. Puis je crois sincèrement ne rien connaître. Là. Je connais une infime partie de toute la complexité de ça. Je suis pas mal sûr qu'il y a personne qui peut faire du reverse engineering, comprendre l'aspect électronique, le chipset, l'OS, le code. Cette personne-là n'existe pas parce que c'est juste trop large. Là. C'est impossible. Puis je pense que d'accepter qu'on n'a pas la connaissance, c'est déjà une façon de se protéger parce que j'ai l'impression que la nouvelle génération, justement, qui est née dans l'informatique, assume que ça fait partie de leur vie puis c'est pas une réelle menace. Puis comme tu disais, on parlait des infostealers, c'est super intéressant comment ça fonctionne pour la plupart parce que là, OK, on invente un infostealer, donc un petit morceau de software qui vole tes mots de passe sauvegardés, mais comment ça se ramasse sur les machines corporatives? Puis pour faire le parallèle avec ce que tu disais, je comprends pas que les gens peuvent rouler du PowerShell, mais tu fais quoi des machines personnelles? Puis il y a beaucoup d'infostealers qui se cachent évidemment dans ce qui est trendy, donc des installers gratuits pour des affaires comme Roblox, Minecraft, qui ciblent les enfants, puis ça fonctionne, puis ils réussissent à avoir des identifiants corporatifs parce que tu es pris en voyage avec ton enfant, il fait la crise parce qu'il veut de l'écran. Le parent stand, il dit prends mon ordi, l'enfant cherche je sais pas quoi, puis encore là, je suis pas de genre à faire du vendor shaming, mais tu sais, Google qui permet d'acheter des espaces de publicité pour des mots-clés qui n'ont pas de lien, ben, les attaquants achètent des mots-clés comme Minecraft, les 4 premiers résultats sont sponsorisés et la moitié de livre du malware. Donc en fait, l'enfant download une version gratuite de Minecraft qui est un infostealer dedans sur le poste corporatif du parent. Écoute, justement, j'ai eu la chance sur mes cours en ligne d'avoir Claire qui ont fait une présentation. Là. C'est une affaire de malade mental. Là. Je pense qu'ils ont 600 millions de postes uniques dans leur log d'infostealer. C'est beaucoup de gens. Là. C'est beaucoup de gens. Puis c'est sûr qu'il y en a plein. C'est des postes d'adolescents, d'enfants ou peu importe, là, qui ont juste downloadé n'importe quoi. Mais il y a énormément de trucs corporatifs aussi là-dessus. Puis c'est là, ça existe. C'est une réalité. Puis on parle souvent de threat modeling, mais est-ce qu'en entreprise, on a considéré ce threat-là où je prête mon ordinateur à quelqu'un qui fait n'importe quoi? C'est malheureusement pas quelque chose qui est souvent regardé. Puis je pense que, surtout avec le travail à la maison qui est super populaire, je pense que les gens oublient qu'un outil de travail comme ton PC devrait servir pour le travail et non pour le récréatif. Je pense que tout le monde devrait avoir une distinction physique entre si pour un outil de travail, c'est un outil de jeu. Ton PC de travail, c'est pas un outil de jeu. D'ailleurs, Team nous le rappelle avec leur feature d'espionner si t'es actif ou pas. Ouais, c'est ça. Ouais, ça c'est comme bref, le confinement a changé beaucoup de choses sur la relation à l'ordinateur, puis justement de mélanger le jeu et le travail et mélanger Teams dans toutes les sphères de ta vie, là, ce qui est un peu weird, là, ce qui permet de par rapport à ça. Mais oui, effectivement, le fait de mélanger le domaine, comme le cas que tu mentionnais, avec les infostealers vont chercher des informations corporatives et les attaquants le savent que ça se fait comme ça, fait que largement, ils vont... Ah oui, Least Resistance Path, ils ont trouvé que les enfants, c'était facile parce que ça allait downloader n'importe quoi sur des postes. C'est littéralement leur porte d'accès vers
vers ça. C'est ça qui est fascinant. Puis, tu sais, ça s'applique à des domaines beaucoup plus larges parce que un exemple plus intéressant, j'ai eu la chance il y a bien longtemps de tester des avions. Puis un des trucs qu'ils voulaient tester, c'est est-ce que c'était possible de faire des trucs mal intentionnés dans l'avion. Physiquement, le contrôle et l'entertainment sont déconnectés. C'est physiquement impossible d'aller pirater en avant. C'est électroniquement impossible. Par contre, puis c'est ça une des choses qu'on a testé aussi, c'est le supply chain. Les avions, c'était dans le temps, quand j'ai fait ça, mise à jour avec des laptops. Ces laptops-là, ils sont dans des environnements isolés, c'est contrôlé, ça s'en va se brancher dans l'avion. L'avion, techniquement, n'est jamais sur Internet. Par contre, le laptop, à un point dans sa vie, il va sur Internet. Donc, encore là, tu finis avec des trucs genre un laptop que tu compromets, qui détecte qu'une fois qu'il est bloqué dans le contrôle de l'avion, ben là, tu fais ce que tu as à faire. Puis évidemment, il y avait des vulnérabilités dans le contrôleur des avions qui permettaient d'aller mettre notre code malicieux dans l'avion. Puis après ça, en vol, ben là, tu commences à faire un peu ce que tu voulais. Puis ça fait quand même quelques années, mais j'ai été fasciné que les interfaces pour les pilotes, c'était du Flash. Ouais. What? Ouais, du Flash? Ouais, c'était en Flash. C'était vraiment intéressant. Je n'irai pas trop dans les détails, là, mais en gros, il y avait des systèmes embarqués là-dessus qui étaient basés sur du Windows dans ceux que moi j'ai testés. Puis tous les écrans, ça renderait du Flash. Puis c'est vraiment intéressant parce que j'ai appris plein de choses sur les avions. Là. Il y a un backup mécanique dans le sens que si tout arrête, ben, ils peuvent quand même piloter l'avion avec du métal physique. Je ne sais pas comment ça fonctionne. Là. Mais maintenant, ça a l'air que les avions modernes, ça a changé un peu, mais c'est intéressant parce qu'on était capable d'arrêter en vol tout le système parce qu'il y avait des vulnérabilités dans le système, il y avait des contrôles, mais bref, on était capable, avec la chaîne qu'on a faite, de littéralement un avion en vol qui n'ait plus aucun système qui présente quoi que ce soit parce qu'il y avait ce supply chain attack. L'avion, lui, touche à rien. D'accord, sauf que le laptop qu'on plug dedans, non. Un autre cas aussi que j'ai trouvé vraiment intéressant, une compagnie qui se spécialise dans les guichets ATM. Il n'y a aucun port d'ouvert sur les guichets. Aucun port. Fait que tu dis parfait, c'est secure. Par contre, il y avait acheté une compagnie qui faisait la gestion des guichets ATM et le ATM, une fois aux 10 minutes, allait demander au système de gestion do I need to do something? Puis en fait, un des problèmes qu'il y avait, c'est que tu pouvais pousser un zip pour aller faire une mise à jour, mais le zip était pas signé, il n'y avait aucune signature validée, donc tu compromettais la solution de gestion, tu mettais ton zip avec un CMD.bat et une fois que ça allait sur le guichet ATM, enfin, encore là, tu étais techniquement air gap, il n'y avait rien qui sortait, sauf que tu étais capable d'aller. L'ATM venait demander s'il y avait quelque chose une fois, là, après ça, tu avais ton code qui roulait dans l'ATM. Puis l'ATM avait accès à l'Internet forcément. Fait qu'après ça, tu étais capable de t'établir un C2 pour faire tes trucs. Mais cette supply chain attaque-là, puis on l'a vu à plein de niveaux, même je pense que c'était Target dans le temps, ça a été une des grosses breaches modernes là, qui a fait parler parce que c'était un tierce qui était connecté dans leur environnement, qui a été utilisé pour se rendre plus loin. Puis c'est un threat model qui est ignoré. Puis même moi, je suis un peu victime de ça. Oh, oui. Je suis le premier, en fait, à dire qu'il n'y a personne qui va t'attaquer physiquement. Là. Je pense sincèrement au Québec qu'il y a à peu près 2 entreprises probablement qui pourraient être victimes d'attaques physiques juste parce que l'aspect monétaire n'est pas là. Pour que tu te déploies des gens physiquement pour aller compromettre une entreprise, c'est qu'il y a beaucoup d'argent en bout de ligne, puis il n'y a pas énormément de cibles comme ça. Déjà, on est très loin physiquement des pays qui pourraient essayer d'aller faire ça, fait qu'on prend des cibles beaucoup plus proches. Là. Mais des attaques physiques quand même ou des supply chains, il y en a beaucoup plus qu'on le pense. On en voit beaucoup. J'ai eu la chance de travailler sur plein d'affaires, juste de ces temps-ci aussi la mode de la Corée du Nord, là, des gens qui se font passer pour des développeurs de la Corée du Nord. J'oublierai jamais, il y a un cas où le client, bref, ils les ont engagés, ils se sont rendus compte après 2 mois que finalement, c'était pas qui ils étaient. Puis dans le mandat, moi, il fallait que je révise le code pour s'assurer qu'il n'y avait pas caché une petite surprise chocolatée là-dedans. Ce qui est intéressant, c'est que le client a dit « They were not bad engineers ». Les gars, peu importe les prononcent qu'ils prennent, qu'il y avait de l'AI en arrière, je sais pas, mais les gens ont réellement aidé le software aussi. C'est ça qui est intéressant. Puis c'est de voir le modus operandi encore là, à chaque cas que j'ai travaillé, se sont toujours fait prendre sur l'aspect humain. Ça a été jamais ce qui faisait le logiciel, c'est qu'il y a eu
quelque chose, une anomalie, genre finalement il était connecté à une place qui disait qu'il était pas ou un truc comme ça, parce qu'évidemment, si t'es en Corée du Nord puis tu dis être en sol américain, ça se peut que si jamais tu arrives avec des IP un peu étranges, ça pose des questions. Puis c'était toujours ça, c'était jamais l'aspect software qui les faisait, qui se faisait découvrir, parce que les gens ils faisaient leur 9 à 5, puis il y a eu beaucoup de spéculations sur pourquoi ils font ça. Il y en a qui disent qu'en fait, leur but, c'est juste d'être des employés en sol américain pour ramener de l'argent à la Corée du Nord. Est-ce que c'est ça? Je t'avoue que j'ai pas la réponse. Est-ce que c'est du cyberespionnage? Est-ce que le but, c'est de backdoorer du code, un peu comme il est arrivé avec SolarWinds et des trucs comme ça? Je t'avoue que ça, j'ai pas la réponse. Mais c'est une réalité. Et il y a des groupes qui ont découvert que d'aller se mettre là, ça marchait, parce que c'est vrai. Il y a combien de gens dans leur threat model là, qui ont ça, là, l'employé d'un pays non neutre? Il n'y en a pas des masses, je pense pas. Non, pas énormément. Mais on va basculer aussi, c'est parce que tu as beaucoup parlé du supply chain puis des vulnérabilités qui suivent dans tout ça. Et là, on parle d'un contexte où tu disais, les gens savent un peu ce qu'ils font. Là. On avait des ingénieurs qui savaient ce qu'ils faisaient un peu. Là, on se dirige dans un monde où on a des ingénieurs qui ne savent pas vraiment ce qu'ils font, qui vibe code essentiellement tout ce qui se passe. Et comment toi, tu abordes le fait qu'on avait un code de pas très grande qualité avant quand c'était des humains, et là, tu as des machines qui font du moins bon code que des humains en général vont vers ce qui s'en vient devant nous? En fait, je pense que c'est plus loin que du mauvais code, puis justement, dans la présentation que je vais faire demain, c'est un truc que je parle par rapport à Azure, parce qu'il y a énormément, évidemment, de software AI qui vont aller se connecter dans ton Entra pour l'authentification ou peu importe. Il y a plusieurs façons de s'authentifier dans Entra, dans Azure. Par exemple, ça peut être username password. Ça peut être aussi avec une application avec un client secret. C'est à peu près l'équivalent d'une clé d'API, là, pour ceux que ça résonne un peu plus. Concrètement, tu vas avoir le tenant ID qui est de l'information publique. Tu vas avoir un application ID qui est techniquement public, mais que c'est pas quelque chose qui va tomber du ciel. Puis tu vas avoir le client secret. Si tu as ces trois choses-là, tu peux en fait t'authentifier dans un tenant avec les permissions de l'application. Puis si vous vous rappelez un peu plus tôt, j'ai mentionné dans Azure, tu t'authentifies toujours sur une application. Donc, si l'application, elle, s'est fait donner des permissions extrêmement larges, ben, tu hérites aussi des permissions qui viennent avec l'application, ce qui est toujours intéressant. Où ça devient intéressant, c'est que j'ai fait une petite recherche sur GitHub pour Remove Client Secret. Moi, c'est un truc que j'adore faire. Les gens font des erreurs, c'est correct, mais il faut aussi corriger ces erreurs. Puis c'est là que je cherche, en fait. Je vais dans les commit history, puis je cherche pour oups, j'ai fait une erreur, puis je vais l'enlever, puis j'ai cherché pour Remove Client Secret. En ce moment, il y a genre 124 000 résultats sur GitHub de ça. J'en ai pris quelques-uns au hasard, puis il y en a un, la plupart, il y avait un truc très frappant, c'est que tu avais une configuration avec littéralement les trois informations. Client ID, Application ID, puis Client Secret. Évidemment, le commit, c'était remove ça, ils ont enlevé ça. La beauté de GitHub ou du versioning, c'est que tu as juste à regarder la version d'avant, puis tu vas avoir l'information toujours. Première question, on va se demander, en tant qu'entreprise qui est victime de ça, est-ce que vous avez pris le temps aussi de révoquer la clé parce qu'elle est probablement toujours valide? Et deuxième point qui m'a frappé, dans tous ces cas-là, le README avait tout le temps des petites parties avec des genres d'emoji qui fait très, très, très AI. Le problème encore là, c'est faire du sloppy code, AI slop ou peu importe le nom ou le vibe codé. C'est pas tant le problème, c'est de pas comprendre ce qu'on fait. Puis je pense que c'est ça qui est en fait pire, parce que du mauvais code avec de vulnérabilité, ce sera pas nécessairement plus facile à trouver qu'avant, parce que ça prend quand même des gens qui ont un minimum d'expertise. Parce que encore là, on parle d'AI, Mythos, tout ça. Chercher des vulnérabilités, oui, mais ça a un coût. Puis ça, c'est les choses que les gens ne parlent pas souvent. Utiliser de l'AI pour aller chercher des vulnérabilités, ça vient avec les fameux petits jetons qui sont l'or noir des temps modernes. Là. Ça, puis du pétrole, je pense que ça vaut à peu près la même chose maintenant. Puis ça coûte cher. Là. Justement, sûrement, vous avez probablement vu là, l'histoire de BSD avec Mythos. Là. De souvenir, il disait que ça coûtait 20 000 je pense, pour sortir cette vulnérabilité-là, qui n'était pas particulièrement intéressante d'un point de vue exploitation. Mais bref, si tout le monde dépense 20 000 pour un test pour une vulnérabilité, j'ai des bonnes nouvelles pour nous. Moi, je peux te faire un test web pour le même prix, puis tu vas avoir plus qu'un finding dans ton rapport. Puis ça, c'est un truc aussi que les gens ont semblé avoir perdu d'eux. Ils assument que tout est gratuit avec l'AI quand c'est en fait tout sauf ça. Mais outre ça, ces genres de vulnérabilités-là, ça n'existait pas avant. Il n'y avait pas de développeurs qui, comme ça arrivait une fois toutes les pleines lunes, là, mais c'est pas persistant comme c'est là. C'est hallucinant comment tout est mis où
ça a fait une application qui vit dans le browser, JavaScript, ça a mis toutes les API là-dedans parce que ça vise côté client. Donc, encore là, quelqu'un dit fais-moi une application dynamique, là, ça te sort une belle affaire. Puis, une API, ça n'a aucune valeur pour le commun des mortels. On revient à ce qu'on dit. Les gens, même si assumez pas qu'ils savent ce qu'ils font, puis c'est exactement ça. Fait que tu te ramasses avec des trucs comme ça qu'on voyait pas, comme le SMB outbound dans des entreprises. On voyait pas ça avant le cloud. Chaque nouvelle technologie introduit ses nouvelles durabilités. Puis le problème, c'est que quand tu vas dans des conférences, tout le monde parle d'AI, comment c'est un problème, ça change le monde, mais concrètement, personne parle de ces genres d'affaires-là qui sont, à mon avis, très importantes. Là. Oui, Mythos, c'est peut-être super intéressant, ou les autres versions qui vont sortir de chacun des vendeurs, mais il y a un coût attaché à ça. Il y a une valeur aussi, parce que sortir 2000 vulnérabilités, ça ne veut pas dire qu'ils sont les 2000 exploiteurs, mais encore là, faire le parallèle avec le IPSS score. C'est quoi les risques que ces vulnérabilités-là soient exploitables et exploitées? Puis c'est ça aussi. Puis je pense que ça va être aussi vrai que jamais parce que là, on va avoir un volume astronomique. Justement, Firefox, ils l'ont roulé, je pense qu'ils ont sorti 241 CVE ou un truc complètement débile. Mais encore là, j'ai feuilleté vite, la plupart. C'était intéressant, mais c'est pas exploitable. Oui, puis celle-là est d'autant plus intéressante que les vulnérabilités qui ont été trouvées, c'est dans le moteur JavaScript qui est déjà dans un sandbox, fait qu'ils ne sont pas exploitables à la vue. Ils ne sont pas exploitables parce qu'ils sont dans un sandbox en plus, fait qu'on ne peut rien y faire. Ouais. Fait que ces vulnérabilités-là sont sorties hors de leur contexte. Et puis là, quand on aborde sérieusement les équipes de développement, surtout dans des cas de choses open source, ben, le réel, c'est qu'ils vont choisir des vulnérabilités qui sont exploitables en premier à corriger, puis ceux qui ne sont pas exploitables parce qu'ils sont dans un sandbox, ben, ils vont les mettre en plus basse priorité. Fait que ça se peut qu'ils étaient déjà connus, pas corrigés parce qu'il n'y avait pas d'urgence, parce que de toute façon, tu peux fucking rien en faire. Exact. Puis comme tu dis, il y a des layers, puis des sandbox escape, il y en a. Mais justement, il y a des événements comme Pound to Hound qu'ils vont payer des researchers pour faire une full chain exploit. Par exemple, browser, c'est un exploit browser, un sandbox escape, puis une accélération de privilèges locales sur le Windows ou peu importe. C'est 3 layers. Puis encore là, trouver ces 3 layers-là qui fonctionnent dans un contexte d'exploitation, prove me wrong, là, mais je crois que l'AI n'est pas encore rendu là. Je dis pas que ça n'a pas du bien, ça va peut-être forcer les gens à être un peu plus, j'ai envie de te dire, peut-être plus vigilants, mais jusqu'à date, la vie m'a prouvé complètement le contraire. Mais c'est toujours comme ça. C'est un hype, tout le monde veut faire, comme je vois de post LinkedIn, là, if you're not using AI, you're falling behind, bla bla bla, mais en même temps, on oublie que c'est une business aussi. Là. On peut faire le même parallèle avec le blockchain. Là. Moi, j'ai entendu dire que le blockchain allait remplacer les bases de données, que ça allait être plus rapide, plus secure, plus whatever. Puis concrètement, le blockchain, à part pour tout ce qui est crypto-monnaie, il n'y a pas vraiment d'utilisation en entreprise concrète. Peut-être que toi, tu en connais, mais... J'en connais pas plus. Ça, c'est marginal, disons, que ce que j'ai entendu parler d'eux. Ben, c'est ça. Donc... là aussi, en plus, c'est un peu comme le cloud. Là. They hook you on AI, puis après ça, ils font juste monter le prix. Justement, il y a eu des changements chez Anthropic que les gens se plaignent que les tokens c'est 1,35 versus avant. Donc, techniquement, tout coûte plus cher, qu'il y a une dégradation du service. Là. Encore, est-ce que c'était voulu ou pas? Ça reste à voir, mais quand tout le monde va être dépendant de ça... ils vont monter le prix qu'ils veulent, puis là, ça va être un choix à faire. Puis là, on va arriver au calcul où finalement, l'humain peut-être est moins cher que l'AI. Encore là, il y a plein d'avantages dans les deux côtés. La rapidité d'exécution, oui, puis l'AI est super bon à faire des choses qui ont été faites 1000 fois. Là. Même moi, surtout, par exemple, je fais du développement back-end, c'est ce qui me stimule le plus. Le front-end, je suis pas bon, je déteste ça. Surtout, on faire des campagnes de phishing, des trucs comme ça. HTML, CSS, j'ai envie de m'enlever la vie à chaque fois. Là. L'AI est super bon pour ça parce qu'il a été entraîné sur des milliards de sites web. Les formats, le standard, ce qui se fait moderne, c'est là, ça, j'adore pour ça. Mais quand ça devient un petit peu plus pointu, déjà encore là, je considère avoir un certain background cyber et de développement qui me permet de parler avec l'AI de façon un petit peu plus intéressante puis de structurer certaines choses puis savoir que ce genre de feature-là pourrait amener une faille de sécurité puis dire, mettons, j'ai une fonctionnalité d'upload de fichiers dans mon application. Je dis, assure-toi que le fichier a une extension dans ceux-là. Assure-toi que le fichier est écrit dans un dossier qui n'est pas accessible ou bref, fais des mesures de contrôle, mais c'est le genre d'affaires que la plupart des gens qui vont faire coder vont dire, j'ai besoin d'une application pour uploader des permis de conduire. Merci.
Puis après ça, ben, l'application va faire ce qu'elle dit. Tu vas prendre un permis puis tu vas l'uploader. Justement, c'est en Europe, là, les affaires de identity verification. Ça fait quoi, 1 an à peu près que c'est en place. Puis je pense que ça fait 7 fois là, qu'ils se font compromettre. Là. Mais encore là, c'est ça a été sorti vite. Tu as des données sensibles. Est-ce que ça a été chiffré? Visiblement, non. Il y a plusieurs couches de choses qui auraient pu être faites différemment, mais après ça, est-ce que c'est de la négligence pure et dure, de l'incompétence? C'est jamais très, très clair, puis ils sont jamais très, très, très intéressés de te donner l'heure juste parce que concrètement, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas non plus. On peut parler plus localement du fiasco SAA Click et tous ces trucs-là. Je crois sincèrement que c'est un fiasco total parce qu'il y a énormément de gens en fait qui n'ont aucune idée d'où ça s'en allait. Là, j'ai vu des brides à gauche, à droite parce que c'est un dossier qui m'intéresse peu concrètement d'un point de vue de la cyber, mais il y a des choix technologiques qui ont été faits que personne n'est capable d'expliquer, en fait. Puis on a été pris avec cette technologie-là parce qu'il y a un vendeur qui a dit que c'est ça que ça prenait, puis ça a été approuvé dans une chaîne d'approvisionnement. Donc là, il faut qu'il y ait ce software-là. Imagine, le choix a été fait il y a 10 ans. Ouais. Là, 10 ans plus tard, on s'étonne que le choix qui a été fait est plus valide. On est en technologie. Là, c'est juste terrible de penser. Pourquoi vous avez pensé que c'était une bonne idée il y a 10 ans? Puis de faire un plan sur 10 ans pour ça. Si tu le déploies dans l'année, ça va. Là, si tu le déploies dans 5 ans, oublie ça. Là, ta technologie va être désuète au moment même qu'elle va être mise en place. Mais c'est du génie. Puis encore là, les gens ont tendance à oublier que c'est des entreprises qui sont là pour faire de l'argent. Puis je m'excuse, là, je vais faire ma langue sale. Mais à mon avis, une compagnie comme SAP a compris ça à 100%. SAP, tu arrives, tu dis bonjour, j'aimerais implémenter. Voici mon modèle de business aujourd'hui. Parfait, on va vous implémenter ça va prendre 5 ans. Là, ils te chargent pendant 5 ans, tu arrives 5 ans plus tard. Parfait, si livré, là, la business fait ouais, ben là, c'est ça, notre besoin d'entreprise a changé, ben là, on vous a livré, ben on recommence. Fait que là, pas ça, eux, le temps de livraison garanti qu'ils vont toujours être obligés de refaire. Puis je pense que c'est un peu ça aussi qui est arrivé dans ce dossier-là, mais à un niveau monumental comme c'est pas possible. Puis je pense que où ça fait un peu plus mal, c'est que là, c'est de l'argent public versus une entreprise privée qui fait un choix douteux de produits. Mais en même temps, la réalité, c'est ça, c'est que c'est des entreprises qui sont là pour faire de l'argent, puis money is the root of all evil, c'est un peu ça, là. Si eux, il y a l'aspect éthique et moral, des fois, il n'y a pas partout, puis c'est correct, là. Et on a tous une morale et une éthique différente, puis il y a des gens qui feraient n'importe quoi pour de l'argent, puis je crois que des fois, on voit un peu trop le monde en rose, mais la réalité, c'est que c'est pas tous les produits qui sont bons, c'est pas tout qui est parfait. Encore là, si on fait le parallèle moderne, on n'a jamais eu autant de produits de sécurité, de solutions, on n'a jamais eu autant de technologie en cyber pour allegedly prévenir toutes ces brèches-là. On n'a jamais eu autant de brèches quotidiennement. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Là. Les entreprises payent des solutions à gauche, à droite. Ils ont des layers, il y a plusieurs couches, mais ils se font quand même compromettre. Il y a définitivement quelque chose qui ne marche pas dans la stack technologique en ce moment, mais encore là, c'est des produits chérants, c'est coûteux, c'est des subscriptions par mois, par-dessus subscription. Après ça, je comprends que tu arrives, là, en plus, tu veux un pentest par-dessus ça, parce que concrètement, le pentest, c'est pas la partie chère là, comparé à des subscriptions à des millions de dollars par année. Sauf que je peux comprendre que c'est un peu insultant. Tu payes quelqu'un pour te dire bon, ben voici des problèmes, il va falloir que tu débourses encore pour les régler, puis il va falloir que tu repayes encore après pour les recorriger, puis cette espèce de cercle de ça va me coûter cher, je pense que ça refroidit les entreprises, mais étrangement, quand c'est un produit avec une grosse bannière, ça les dérange moins. Je ne sais pas s'il y a une menace je ne comprends pas en fait comment les gens ont de la misère à se détacher de technologie ou de vendeurs qui ne répondent pas à leurs besoins, parce que tu le prends en vécu aussi, tu as fait beaucoup de travail en entreprise. Une entreprise qui a un outil X qui répond aucunement à leurs besoins, mais ils ne veulent pas s'en départir, on dirait par peur de froisser quelqu'un. Là. Puis souvent, ils finissent par avoir des choses qui ne les aidera pas, puis ça mange leur budget pour faire des trucs constructifs. Puis au Québec, les budgets en cyber, c'est difficile parce que, encore là, je crois, c'est un opinion personnelle, qu'il n'y a pas de réel impact à se faire compromettre au Québec. Oui, il y a des lois, il y a des trucs en place, mais
C'est quoi le dernier cas de quelqu'un qui a failli être secure, qui a réellement eu quelque chose qui a changé sa vie? Il n'y a pas des tonnes. Fait que je pense que les gens font le minimum pour s'en sortir sans que ça leur coûte trop cher. Puis ça, c'est à travailler, je crois. Beaucoup travaillé. On va conclure sur ça. On va se garder du contenu pour le NORSEC parce qu'on va probablement réenregistrer là aussi. Avec plaisir. Donc, merci énormément du passage puis de cette discussion encore qui a commencé quelque part, terminée ailleurs. On a eu beaucoup de deux. On a commencé, tu vois, avec ma mémoire de vieil homme. Tu sais même pas où t'es rendu. Faut t'arrêter de. C'est quelle heure, là? Vous êtes qui, vous? C'est peut-être le temps d'arrêter de mettre une chose dans tes cheveux ou dans ton cheveu. Non, pas dans mes cheveux, c'est juste dans la barbe. Les cheveux, ça va. Il y a peut-être des produits toxiques là-dessus qui sont pas bons pour la mémoire. Ouais, j'ai mis du truc pour les araignées aussi hier, que ça va de l'air bien mortel, là, puis j'ai mal à la tête depuis. Il y a peut-être un lien à faire. Peut-être, c'est ça. Merci beaucoup. On s'appelle et on déjeune. Et plus. Yes.